à tous et à toutes. Ici, on est toutes et moi présents donc pour un deuxième midi discussion pour les BIEC Montérégie. Alors, on a l'honneur d'avoir deux des lauréats de l'édition 2020 des BIEC Montérégie en présence. Donc, nous avons d'abord Karine Landerman de la Maison Le Payeur. Bonjour, Karine, ça va bien? Ça va très bien, merci. Super. On a également aussi porte-parole pour un projet collectif des friperies d'économie sociale de la Montérégie-Ouest. On a Mme Annick Sauvé, directrice générale d'Entraide Merci. Bonjour, Annick. Bonjour Olivier, Ça va bien? ça va super bien et je ne suis pas la seule représentante du collectif. Aujourd'hui, il y a aussi Guylaine et Nicole qui sont avec moi. Ben oui, tout à fait. Bonjour, mesdames. Vous allez bien, vous aussi? Oui. Pleine forme. En Bonjour. pleine forme. Excellent. Il fait beau dehors encore un peu. On est au mois d'avril avec des températures assez démentielles. Merci. On n'a jamais vu ça, des températures comme ça. Alors, on va essayer quand même de se tenir avec une belle activité ce midi ici, donc sur Internet. Donc, pour les auditeurs, évidemment, qui vont nous écouter en différé, ils vont pouvoir revoir cette conversation-là par la suite. Alors, aujourd'hui, au menu, c'est très simple. On va échanger avec les lauréats des BIEC. Donc, on a deux entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. On va également échanger un petit peu sur, justement, la potentialité de ce que les BIEC apportent et proposent sur l'ensemble du territoire. Puis, on va terminer avec un peu de perspective, justement, pour l'année qui s'en vient. On est encore, évidemment, en confinement, mais il y a quand même des projets, justement, que vous allez découvrir aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, qui sont, justement, très porteurs, très intéressants à aller explorer. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec justement la musée, dans le fond, Maison Le Payeur. Donc, Karine, je te laisserai la place pour que tu puisses faire un petit pitch, un petit exposé, justement. Qu'est-ce que c'est le projet que vous avez déposé dans le cadre des biens et surtout, qu'est-ce que la Maison Le Payeur? OK. Bien, je vais commencer par qu'est-ce que la Maison Le Payeur, parce que chronologiquement parlant, ça fait plus de sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, la Maison Le Payeur, c'est un musée agréé du ministère depuis peu, quand même depuis 2 ans. C'est avant d'être un musée également, parce que ce qu'il faut savoir quand on parle de musée, c'est qu'on parle d'un lieu qui est détenteur d'une collection. Alors, principalement, quand on dit musée, c'est ça, c'est un lieu détenteur d'une collection et qui a donc à répondre à des standards professionnels quant à la conservation, la diffusion, la promotion de ce patrimoine-là, surtout en musée ethno-histoire comme nous. Mais on n'est pas juste un bâtiment qui accueille une collection, on est un bâtiment site historique. Alors, on a une double vocation, un peu comme un centre d'interprétation le serait, c'est-à-dire qu'on a un lieu qui, en soi, est un artefact de notre collection. Parce que la maison Le Payeur a été construite à la fin du 18e siècle. Donc, c'est l'objet principal de l'interprétation même de notre institution muséale. Et cette maison-là qui a été donc construite après la conquête, hein, parce qu'on est après le traité de Paris et tout ça, va se déployer dans l'histoire beaucoup au 19e siècle. Alors, on va parler ici beaucoup de l'histoire du Bas-Canada. Période qui est un petit peu boudée par la collectivité, par moment. Période qui n'est pas beaucoup enseignée. Hein. On parle beaucoup de la colonisation, du régime seigneurial, des débuts du Québec à travers les relations Premières Nations et colons. Puis, on ne parle pas beaucoup du 19e siècle, entre autres parce qu'il y a eu, bien sûr, les insurrections, les rébellions patriotes, un climat sociopolitique qui n'était vraiment pas facile après la Les conquête. Patriotes, désolé de t'interrompre, mais les Patriotes, justement, c'est à Beauharnois, c'est juste à côté qu'il y a eu une révolte, justement. Absolument. Donc, on est à très peu courte de distance, justement, de Châteauguay, où est-ce que vous êtes situé. Vous êtes en lien aussi avec l'île Saint-Bernard, si je comprends bien, parce qu'il y a une confédération des Sœurs Grises qui est en lien avec tout ça. Absolument. Mais l'île Saint-Bernard va nicher son interprétation historique davantage dans le régime seigneurial parce qu'effectivement, la seigneurie va précéder de beaucoup la conquête. Nous, comme la maison se bâtit en 1792, la première, je dirais que la première, plus que la première décennie, là, on va mener ça jusqu'à peu près dans les années 1820. On est sur la fin d'un régime seigneurial parce que c'est pas vrai que dans l'histoire, les changements, ils se font momentanément. On le voit là, avec la pandémie, là, tout est
progressif. Alors, les choses changent tranquillement, reviennent en arrière, refont un bond à l'avant. Et c'est un peu ça. À partir du moment où on devient un territoire anglais, où on est possession là, de la Grande-Bretagne, bien, ça ne va pas changer d'un jour. Éventuellement, les seigneuries vont devenir des cantons. On va changer l'occupation du territoire, mais ça ne se fait évidemment pas momentanément. Ce qui fait que le début de l'histoire de la maison ici même a été un petit peu oublié, j'aurais tendance à dire, et ça m'amène vers le projet qu'on a présenté au BIEC, c'est que la maison de 1792 jusqu'en 1816 est un magasin général ici. C'est ça, hein? C'est pour ça, ouais, c'est le cœur même de quelle était ouais, c'est l'utilité ça. ou la fonctionnalité dans le fond de la C'est maison. ça. Et comme on fait beaucoup l'interprétation du 19e siècle et qu'au 19e siècle, ici, c'est une affaire de notaire, c'est la famille Le Pailleur qui va habiter la maison, d'où la maison tient son nom. C'est d'ailleurs la famille qui va y demeurer le plus longtemps. On va avoir donc une vocation publique et privée au lieu, puis la portion publique va être vouée au notariat, donc à des mandats législatifs d'abord et avant toute chose. Surtout des passations de titres là, au niveau immobilier, tout ça. Mais avant ça, ce même local-là, qui au 19e siècle va servir de bureau de notaire, est un magasin général. Et c'est comme, sans le vouloir, parce qu'on parlait beaucoup de la vie au Bas-Canada, c'est un moment de l'histoire du musée qui a été un petit peu relayé aux oubliettes, simplement parce que ça ne soyait pas clairement dans l'interprétation du mode de vie de la période historique qu'on avait choisie. Alors, ça fait quelques années, puis si je contextualise aussi avec la pandémie, bien sûr que toute la réflexion a été nourrie aussi par, comment dire, la fermeture des musées, puis la réouverture partielle des boutiques des musées. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé avec les musées, mais on les a fermés pendant assez longtemps. Oui. Donc, nous, c'est quand même le core business aussi à certains niveaux parce que la boutique permet justement de permettre la tenue d'exposition permanente parce que oui, il y a le coût, mais c'est quelque chose de très important dans le cœur de l'institution. Bien, c'est sûr que, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est une tendance de développement qui prend de plus en plus de place dans l'ensemble des musées, que ce soit les musées de région, les musées locaux ou encore ceux qui ont pris le virage depuis bien plus longtemps, les musées d'État. On le voit, là, les boutiques de musées d'État sont... Oui, c'est vrai. Ça prend une grosse place dans le développement économique, puis dans les parts de marché d'un musée. Puis, je pense que en plus, c'est que ça emboîte aussi toute l'idée de mettre en valeur ce qui est produit ici, ce qui est en lien avec les créateurs d'ici, parce qu'on est un musée d'ethno-histoire qui met en valeur des savoir-faire constamment. On fait la promotion du patrimoine vivant, donc de toutes les techniques ancestrales, et tout ça souvent se décline dans la création de produits, des ceintures fléchées, des jouets de bois. Alors, c'était comme naturel de dire qu'au-delà de les diffuser, ces objets-là, ces répliques, ces reproductions-là, bien, ce serait intéressant de les rendre accessibles à notre clientèle dans le cadre d'une boutique inspirée du magasin général. Donc, l'idée, c'était un peu de dire, bien, on va développer notre potentiel économique en vendant des produits, parce que jusqu'ici, on n'avait pas réellement de boutique. On avait quelques vitrines avec des produits dérivés, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais réellement développé. Donc, c'est de dire, bon, là, les musées sont fermés. Comment on peut penser tranquillement remettre sur pied une certaine activité économique compte tenu qu'on n'arrive pas à vendre de programmes éducatifs, par exemple? Et jusqu'à quand, on ne sait pas, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, le milieu d'éducation vit des grosses pressions, puis a de la Oui, difficulté. les enseignants sont en grève aujourd'hui. Hein? On ne Ouais. peut pas être plus dans l'actualité que On ne peut ça. pas être Justement, plus dans 14 l'actualité. avril, En midi effet. 18, qu'on tourne la capsule. Ce matin jusqu'à 9h30, les enseignants ont tous débrayé parce qu'ils étaient sans contrat de travail depuis un an. Mais pour revenir à nos moutons par rapport à la boutique, donc, c'est certain que la boutique est au cœur de l'institution muséale parce que les gens, si je comprends bien, veulent repartir de l'endroit ou de l'emplacement avec une part de l'histoire, une part peut-être en termes d'objets ou en termes d'art qui fait peut-être référence justement à l'entité en soi.
Donc, pour ça, c'est Je un pense volet. que c'est d'insuffler, absolument, tu as raison. Je pense que c'est d'insuffler un peu chez le visiteur l'envie de repartir avec un bout du musée chez lui. Tu sais. Donc, c'est important que la boutique elle soit bien campée et que les objets qu'on y retrouve en vente soient en lien direct avec ce dont on parle quand on fait l'interprétation du lieu. Et c'est d'autant plus pertinent que, comme c'était un magasin général, ben il y a une opportunité pour nous de faire l'interprétation du lieu, un peu comme un Polaroid, de ce qu'il était à l'époque de sa construction, parce qu'on a encore aujourd'hui un paquet de documents qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la maison quand le propriétaire, M. Boutillier, a légué, en fait, c'est des parties de la maison, donc à sa mort. Donc, on retrouve ce qu'on appelle un inventaire après décès, dans lequel on voit tous les produits qu'on retrouvait dans le magasin général. Donc là, ça commence à être vraiment intéressant parce que de la liste des produits qu'on retrouvait au 19e siècle, on va être capable d'exploiter un magasin contemporain, actuel, qui résolument va s'ancrer, va s'enraciner dans le passé. Donc, pour donner un exemple là, très parlant de ce que ça pourrait être, on pourrait trouver, par exemple, une vitrine d'interprétation avec une bobine de fil de chambre, avec autour, et là, il y aurait vraiment un cartel d'interprétation qui nous explique qu'au 19e siècle, les fibres naturelles les plus communes étaient, entre autres, le chanvre, le lin, qu'on cultivait davantage ici que, bien sûr, le coton. Et autour de cette vitrine d'interprétation-là, on trouverait des produits, on trouvera des produits d'aujourd'hui qui sont faits par des artisans d'ici en lien avec ces fibres-là. Donc, ça devient un double mandat. C'est, oui, un lieu de vente, un lieu de commerce, mais aussi un lieu d'interprétation qui vraiment va donner tout son sens à cette partie de la maison qui a été publique, commerciale, que ce soit à l'époque du notaire, parce que là, c'était un service qu'on offrait à la population, ou encore à l'époque du magasin général, où là, on avait des activités commerciales. Et tout ça dans une perspective d'achat local, évidemment, parce qu'on Bien permet sûr. justement qu'à ce moment-là, on fait rayonner la culture locale dans un territoire précis, dans une ville précise, même dans une rue précise, Tout à qui est fait. très Puis, historique, parce que ce oui. secteur-là, pour les gens qui ne connaissent pas le quartier en question dans Châteauguay, c'est un quartier historique très important. C'est là qu'il y a eu le cœur du développement, dans le fond, de Châteauguay, je crois, qui était en bordure de la rivière Châteauguay, il y a si je comprends bien. Il y a comme un peu deux cœurs, si on veut, à Châteauguay. Il y a bien sûr l'île, parce que c'est là qu'on s'établit en premier, puis c'est là qu'on développe la seigneurie. Mais tout ce qu'on attache à ce qu'on appelle le noyau villageois, c'est ici. Donc, c'est le cœur du village, comme on le connaît aujourd'hui, qui a commencé par la subdivision de certains terrains, puis l'implantation d'une église, parce que les noyaux villageois commençaient par ça, une église. Et après ça, autour de l'église se construisait un village. Ben, nous, on est au cœur de ce quartier-là, du noyau villageois. Donc, je pense que l'idée de l'achat local vient aussi croiser tous les enjeux qu'on a aujourd'hui par rapport au développement durable, qui étaient déjà, par nécessité de subsistance, très bien maîtrisés à l'époque, parce qu'on achetait local, on cultivait soi-même, on vivait potentiellement certains en autarcie parce que c'était plus facile que d'importer des produits. Le nombre de produits importés dans un noyau villageois comme ici était vraiment en très petite quantité, très limitée, et on pensait toujours au recyclage. Quand on pense, par exemple, aux courtes pointes, au départ, les courtes pointes, c'était un produit de luxe qu'on importait de l'Europe, mais vite, c'est devenu un produit de subsistance où on a récupéré des tissus. Donc, ça nous permet de faire un lien avec tout ce mode de vie-là qui est tout à fait raccord avec les mouvements qu'on voit aujourd'hui, plus écologiques et de consommation locale. Ben, quel beau lien, justement, à faire avec le monde des friperies, justement, d'économie sociale. Puis on va y revenir au niveau de la maison Le Tailleur parce que c'est super fascinant, à la fois l'emplacement historique, puis aussi tout ce qui est l'aspect de conservation, puis de mise en valeur, justement, de notre culture, puis de notre patrimoine. Donc, c'est ça, migrer tranquillement vers le projet des friperies d'économie sociale sur le territoire. Je céderai donc Annick, bonjour. Allô. Alors, tu pourrais peut-être m'expliquer un peu justement la philosophie, la démarche qui est à l'origine du projet de mutualisation que vous avez développé sur le territoire, qui est unique à Montérégie, je dois le dire. Dans les BIEC de l'édition 2020, vous êtes le seul projet
ça a été constitué avec cette base-là en partant d'une mutualisation. Donc, je te laisse me le dire de ton côté, toi, comment tu as vécu ça? Oui, ben en fait, je pense que le projet origine vraiment aussi du pôle d'économie sociale dans la mesure où toutes les friperies sont membres du pôle et on a eu l'occasion, les friperies, d'échanger souvent ensemble sur nos différentes réalités, différents enjeux. Donc, les friperies communautaires, on a pas mal tout le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire on recueille des dons de la communauté, on s'assure qu'ils sont en bon état et on les remet en vente à faible coût pour permettre à la communauté de se vêtir, de s'équiper à prix modique. Et donc, ce type d'organisme-là est vraiment répandu dans la région. Et en discutant avec l'ensemble des coordonnateurs, directeurs, on s'est aperçu qu'on a les mêmes problèmes. En fait, on a des dons d'extrême qualité qu'on reçoit qui fait vraiment le bonheur des familles. Et on a aussi malheureusement l'autre bout du spectre où on reçoit des dons qui n'ont pas de potentiel de réutilisation. Et ces dons-là, dans le fond, viennent accaparer nos ressources, que ce soit nos ressources humaines, nos ressources financières, parce qu'on doit s'en départir. Donc, on consacre beaucoup d'énergie à mettre aux poubelles des dons qui sont en mauvais état. Donc, c'est de ce constat-là qu'origine l'idée de se regrouper ensemble, puis de dire, ben, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau communicationnel pour informer les citoyens, les donateurs du fonctionnement d'une friperie pour qu'une friperie ne soit pas confondue avec un écocentre. Donc, c'est un peu là l'idée d'avoir un plan de communication global parce qu'on a tous les mêmes enjeux. Super. Et comment, justement, vous êtes parvenus à vous entendre tous ensemble que vous aviez le même besoin en commun? Parce qu'on s'entend, la clé de voûte, je pense, dans ce projet-là, c'est vraiment le fait que vous avez tous mis ensemble front commun sur un objectif précis. Donc, comment s'est développé un peu cette synergie-là, ce travail-là de collaboration? Ben, en fait, ça a été assez naturel et spontané. Il y a eu l'été passé, Olivier, tu t'en souviens sans doute, là, une étude universitaire qui nous a épaulés pour faire un peu l'écosystème du marché des friperies. Et à la lecture de cette étude-là, on s'est tout aperçu qu'on avait les mêmes enjeux. Donc, c'était un peu l'étincelle là, du départ de dire, bon, ben, on est déjà regroupés, on partage des enjeux. Donc, c'est là que ça vaut la peine de se réunir parce que tout seul, faire une campagne de communication pour dire voici comment est-ce qu'on traite, voici ce qui est acceptable, voici ce qui ne l'est pas, bien, tout seul, on l'a déjà fait, mais on n'a jamais réussi à atteindre les objectifs. Puis on s'est aperçu qu'au niveau des matières qui sont rejetées, nos pourcentages sont similaires d'une région à l'autre. Puis même en faisant le biais, quand on a fait l'appel à tous au niveau pour le vote, on a aussi reçu des appels de l'Abitibi, de Charlevoix, qui nous dit hey, on a les mêmes enjeux. À peu près partout, les organismes, c'est environ 30% des dons qui sont reçus qui ne sont pas propices au réemploi. Donc, ça fait quand même pour nous des charges qui sont lourdes, autant en employés qui doivent trier, des charges qui sont lourdes en espace, parce que ces matériaux-là, on doit les entreposer, surtout que la pandémie qui nous oblige à faire des quarantaines, bon, mais c'est encore plus. C'est une coche dessus, par-dessus. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dealer en termes, excusez-moi les anglicismes, ça pleut, là, décidément ce midi, mais vous avez vraiment une situation particulière avec la COVID en termes d'entreposage, de stockage puis de gestion. J'ai été moi-même visiter justement en Trail-Mercier tout leur appareillage et leur outillage de traitement justement des dons et tout ça, considérant la COVID. C'est impressionnant de voir comment vous avez été capable de vous adapter pour pouvoir un peu pallier à ces enjeux-là de devoir mettre en quarantaine des dons pour après ça pouvoir les intégrer dans l'entreprise. C'est pas un moment facile pour gérer tout ça. Oui, puis je sais que je déborde un peu du biais, là, mais je pense que la pandémie a été un vecteur de changement vraiment important qui a accéléré les changements. Puis ça a été vraiment aussi un travail d'équipe. Tu sais, là où on s'est assis puis on dit comment qu'on gère la pandémie, comment qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu en respectant l'ensemble des consignes sanitaires, puis quand que ça fasse du sens, puis que ce soit fonctionnel, que ce soit opérationnel. Donc, un super gros travail d'équipe. Puis chacun, on l'a vécu dans nos friperies. On n'est pas juste des directeurs, on n'est pas juste des coordonnateurs, on a une équipe derrière nous qui travaillons ensemble, qu'on est capable de mener à bout ces changements-là.
Puis le prochain changement à introduire, c'est justement ça, là, la qualité des dons qui est notre talon d'Achille depuis notre création. Nous, ça fait 35 ans qu'on existe à Entraide, puis ça fait 35 ans qu'il y a le même problème, donc on s'est dit, il est temps de s'y attaquer. Là. Fait que votre objectif, c'est ça, c'est dans le projet, vous visez justement à travers une campagne de communication, de relations publiques avec l'ensemble de la collectivité sur le territoire, de vous donner le moyen de remettre au cœur de l'enjeu, en fait, d'avoir des dons de qualité sur le territoire pour pouvoir vous aider, vous, en tant que modèle, à perdurer et aussi, surtout, de s'assurer que les gens adoptent des comportements qui sont appropriés pour le type, justement, de dons que vous avez besoin. Oui. Puis je pense qu'on a aussi, à quelque part, notre propre communication, je pense que dans le temps, qui a été déficiente sur qu'est-ce qui est un don réutilisable, acceptable, versus qu'est-ce qui doit plutôt aller au recyclage ou aux poubelles, ou etc. Donc, je pense que le fait d'avoir une campagne de communication qui va vraiment nous donner des outils, je pense que ça va aider à partager l'information. Puis je pense que ça va aussi permettre de démystifier c'est quoi le processus de tri pour la population. Parce que la population, je pense que fondamentalement, sont de bonne volonté. Fait que je pense que c'est vraiment c'est seulement une question principalement de méconnaissance de c'est quoi, qu'est-ce que ça traite, où ça s'en va. Donc, c'est ça qu'on a besoin de jeter un nouvel éclairage. Je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison là-dessus parce qu'on regarde ce qui est arrivé dans l'actualité. Je pense pas longtemps, là, ça doit faire une semaine ou quelque chose comme ça qu'on a vu ça passer à Lévis ou à Sainte-Foy, je ne sais plus trop si c'est à Québec ou en banlieue de Québec, une friperie qui recevait dans le fond du tonnage et que les gens ont déposé des dons sur le trottoir devant l'organisation et ça a fait scandale. Justement, ça a fait le tour de la province de voir que les gens avaient agi comme des... c'est ça, on va se passer le commentaire, mais il y avait la question de fait qu'il y avait très peu de responsabilisation dans le fait de faire une don de ce côté-là. Donc, il y a très peu de respect qui avait été développé. Et pourtant, je veux dire, ce sont des entreprises comme vous qui sont de cœur, qui mettent de l'avant justement le plus possible leurs efforts pour transformer un don et le rendre utile à la collectivité. Et donc, c'est pour ça que c'est important justement de conscientiser les gens à travers le projet que vous voulez déployer pour montrer qu'un don de qualité, ça fait toute une différence aux yeux de non seulement des entreprises que vous représentez, mais de la population en général. Oui, puis en fait, tantôt, tu as dit transformer, nous, on ne transforme pas, on fait seulement s'assurer que c'est en bon état. Puis le message qu'on veut lancer, c'est est-ce que vous auriez du plaisir à offrir l'article que vous voulez donner à votre mère, à votre ami? Si la réponse est oui, c'est que c'est un don acceptable. Si la réponse est négative, c'est peut-être mieux à ce moment-ci de prendre le chemin du recyclage ou des ordures ménagères. Donc, très concrètement, dans le projet, ce que vous aspirez, c'est de voir la qualité des dons augmenter, de faire réduire justement potentiellement, si possible, le fait que les gens soient mieux informés peut-être sur où aller déposer un don qui n'est pas recevable, plutôt que de prendre le réflexe d'aller le déposer chez vous, que vous vous retrouviez avec, dans le fond, la gestion de tout ça qui est un fardeau supplémentaire que vous n'avez pas besoin. Parce que déjà, vous avez beaucoup de travail à faire pour revaloriser justement le textile de seconde main. Effectivement, puis toutes les sommes qu'on peut économiser, soit en gestion des matières résiduelles, ça va nous permettre de réinvestir ces sommes-là dans notre mission. On a quand même une mission de lutte à la pauvreté. Donc, tous les argents qu'on dépense là-dessus, on ne les met pas au service de la communauté. Et aussi, pour les employés, en fait, de libérer des tâches, on va pouvoir réaffecter ces employés-là pour améliorer l'expérience client. Donc, toujours s'assurer que le magasin est bien garni et tout. Donc, ça aussi, ça vient chercher un potentiel de développement économique en s'assurant d'avoir toujours un magasin qui est accueillant, qui est propre, que les personnes ont envie de visiter. Donc, c'est vraiment pour nous gagnant là, ce projet-là. On a beaucoup d'espoir. Ben, c'est ça qu'il faut. Il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir comment dire, en tête l'idée que ça va nous aider justement à être plus performant, plus optimal dans ce qu'on vise à atteindre comme objectifs économiques et sociaux. Mesdames, je me tourne vers Guylaine et Madame Boutiette également aussi. Avez-vous quelque chose à rajouter peut-être en termes d'expérience personnelle et justement à quoi est-ce que ce projet-là mutualisé? Vous êtes combien de friperies au final? Déjà 8, je crois, autour de tout ça? 8. 8? Oui. 8. Et comment est-ce que c'est ça, comment votre perspective dans tout ce projet-là, comment est-ce que vous voyez ça? Donc, Guylaine, oui?
Bien, je trouve que, ben, c'est sûr que nous, ce qu'on se disait, ben, on commence par notre territoire. On a eu déjà des approches de d'autres friperies qui voudraient s'inspirer de notre modèle, mais on va commencer par créer notre propre modèle communicationnel, puis après, on pourra. Mais je trouve que ça crée vraiment une synergie, puis on prend le temps, quand on s'assoit ensemble, de relever aussi d'autres enjeux que peut-être pas par le biais, mais dans le futur, on va pouvoir traiter. Fait que je trouve que ça crée vraiment des liens forts, puis être ensemble, puis reconnaître les enjeux qu'on vit ensemble, qu'on n'est pas seul dans notre coin à vivre ça. Je trouve que ça vient vraiment, en tout cas, ça vient apporter un plus à toutes les missions à toutes les friperies qui sont en économie sociale, là. Fait que définitivement, ça risque de Dans une répondre à... perspective d'avoir une meilleure qualité financière aussi au bout de ça, là. Fait que c'est ça, définitivement, ça va venir répondre à un besoin opérationnel, même Oui. au cœur même dans le fond de l'entreprise. Est-ce que c'est la même chose du côté, vous autres, du câble actuel, la boutique Bien, friperie tout à fait. actuelle? Oui, tout à fait. C'est exactement notre même problématique. Et moi, ce que je peux ajouter là-dedans, je pense que peu importe où est-ce qu'il est le donateur, c'est qu'il a besoin d'avoir la clarification de qu'est-ce qui devrait être apporté chez nous. Puis je pense que moi aussi, je suis d'accord avec Annick que définitivement, les gens fondamentalement pensent faire la bonne affaire. Là, on va peut-être clarifier des choses qui devraient, en bout de ligne, donner des avantages sur toute la ligne, que ce soit une boutique, parce qu'on dégage justement notre personnel, donc une boutique mieux approvisionnée, avec une meilleure présentation, parce qu'ils ne sont pas obligés de gérer justement des choses qui ne devraient pas être apportées chez nous, là. Donc, ces heures-là, même, ça valorise même davantage les employés, à savoir que chaque geste compte au niveau de l'atteinte des objectifs et le support aux gens qui sont dans le besoin, finalement. Tu sais. Exactement, mais ça va amener dans le fond que dans l'entreprise elle-même, les gens vont sentir qu'il y a un effort qui est fait au-dessus d'eux pour justement essayer de conscientiser la population, puis qu'au final, c'est eux qui vont en bénéficier en termes d'opérationnel, puis de voir justement peut-être une différence de la qualité au niveau de la collecte. Pour en revenir peut-être un peu au niveau général du concept par rapport au BIEC, justement, les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, qui sont dans une perspective justement d'appuyer les organisations en économie sociale qui, d'une part, soit sont en émergence ou d'autre part, souhaitent renforcer, raffermir ou développer de nouveaux créneaux peut-être au niveau de leurs organisations. Donc, j'aimerais ça peut-être vous entendre au niveau, là, je parle autant Karine, Annick et sa gang et sa clique, pour savoir un peu en quoi est-ce que les BIEC est un outil, dans le fond, pour vous aider dans ce créneau-là ou dans cette perspective-là, justement, de développement des affaires de vos entreprises. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait se lancer en premier pour un peu Oui. partager sa Bien, vision. je peux y aller. En fait, peut-être spécifier aussi, là, je pense que j'ai bien décrit le projet, mais les objectifs du projet, outre le fait de faire un lien avec le mode de vie à l'époque, c'était aussi principalement d'abord de nourrir ou de susciter une meilleure activité commerciale, parce que l'Alliance commerce-musée, c'est quelque chose là, qui est implanté depuis 30 ans peut-être, mais c'est un virage qui ne s'est pas tellement pris de façon égale dans l'ensemble des institutions muséales. Alors, nous, c'était un peu le cas. On est un peu à la remorque comme musée local. Je pense que cette alliance-là, il faut la prendre encore plus en ces temps de pandémie où on voit que la fermeture d'un musée peut nous paralyser complètement, mais que la possibilité d'avoir une activité commerciale demeure une solution salutaire, là, en tout cas palliative, mais salutaire pendant un moment. Donc, d'abord, c'est ça, l'activité commerciale elle-même, la diversification de l'activité commerciale. Ensuite, c'était aussi d'ajouter aussi à l'expérience. Le BIEC nous permet ça, de proposer, de faire un banc d'essai, de proposer quelque chose qui va ajouter à l'expérience on pourrait dire du client, mais chez nous, c'est un public. C'est des visiteurs qui viennent. Puis l'expérience client, elle vient compléter l'expérience du public, du visiteur, mais ça reste que principalement, nous, ce qu'on veut, c'est un public, un visiteur. Mais c'est sûr que ça vient bonifier son passage chez nous. Ensuite, il y a tout l'aspect aussi et qui est fondamental pour nous, là, qui est la part pédagogique.
parce que le fait de créer un lien réel entre l'interprétation du lieu et le projet, ça nous permet d'avoir une portée pédagogique qui est encore plus grande. Alors même quand on va recevoir des groupes scolaires, on va pouvoir expliquer c'était quoi un magasin général et à quoi ça ressemblait. Donc, pour nous, c'est fondamental. Et finalement, c'est toute la valorisation des savoir-faire. Oui, c'est l'achat local, comme on a dit tantôt, mais ça va bien au-delà de ça. C'est de valoriser les gens de chez nous qui ont des savoir-faire particuliers. Et je pense qu'encore là, encore plus maintenant que jamais, en temps de pandémie, on a vu un intérêt grandissant chez les gens pour se valoriser, s'émanciper de cette crise-là en apprenant à faire quelque chose. Et là, ce qu'on fait avec le magasin général, c'est ça. Et le BIEC, ce qui nous permet, c'est de nous octroyer une somme de démarrage d'un banc d'essai parce qu'autrement, on ne l'aurait peut-être pas fait. Comme il y a beaucoup d'incertitudes, on est un petit lieu, nos espaces aussi sont très restreints. Je vous rappelle que c'est une maison du 18e siècle. Alors, on n'a pas 4 ou 5 pavillons. Pour un gars de à la 6 pieds 2, pour façon... moi, c'est quoi que ça me laisse de lousse entre l'espace du toit et ma tête? Bien, pratiquement ça. Tu sais, on n'a pas l'amplitude du Musée des Beaux-Arts où on a plusieurs pavillons, puis on se dit, OK, ça va être le pavillon où on va accueillir la boutique. Quand on condamne un espace, puis c'est pas le condamner, mais quand on lui ajoute ou qu'on modifie la vocation d'un espace, jusqu'ici, c'était le bureau de notaire, puis on faisait l'interprétation de l'histoire des Patriotes. Maintenant, devant la maison, on a un monument aux Patriotes. Et c'est là qu'on fait l'interprétation de l'histoire des Patriotes, mais il reste qu'on change complètement la vocation d'un petit espace qui représente quand même le 1/8 de l'espace occupable et voué à l'interprétation. Donc, c'est un peu... c'est un test aussi qu'on fait, là. On comprend bien que si la boutique, d'ici quelques années, ne fonctionne pas à la hauteur de nos espérances, il va falloir penser à autre chose. Mais le BIEC nous permet, dans un avenir rapproché, de rendre opérationnel un projet comme celui-là, de servir aussi de levier pour aller chercher des sous ailleurs. Parce que c'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs dans la première version du BIEC, où on a été également récipiendaire. On est allé chercher, par exemple, une subvention salariale. Nous, on a on l'a reçu récemment, la réponse, qu'on avait un soutien, par exemple, de l'ENNET au niveau des offices touristiques, au niveau de Tourisme Montérégie. Alors, l'ENNET va nous permettre de développer en parallèle un site web plus complet avec une solution e-commerce sur le site web qui va venir faire un lien avec notre boutique. Avec la boutique. Tout ça va être lancé en même temps. Oui, et ça a rendu la demande à l'ENNET encore plus pertinente parce que notre situation aussi allait changer en termes de développement commercial, touristique aussi. Et on a pu donc aller chercher des fonds ailleurs. Et c'est ainsi qu'un 5 000 finalement se bonifie puis se transforme en une enveloppe de 20 ou 30 000. Donc, je pense que ça permet ça. Ça permet l'implantation de projets auxquels, des fois, on a pensé depuis longtemps puis qu'on n'a pas la première enveloppe, le premier levier pour l'implanter. Ça sert à ça, les biens. C'est un peu ça qui était la philosophie. Oh, excusez-moi, juste un instant, j'ai accroché un piton. OK, parfait. Désolé, c'est mon clavier qui a bougé sans le vouloir. Je vous avais perdu. Donc, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est ça, c'est que c'est une injection de somme, comme tu dis, qui est peut-être un kickstart, comme on dit en anglais, un peu, qui va donner justement un effet d'entraînement pour peut-être activer un projet qui était soit en dormance ou qui était moins peut-être ficelé parce qu'il manquait peut-être des sous à gauche à droite. Puis ici, on s'entend, c'est les BIEC, c'est des sommes de fonds de tiroir. C'est 10 000 en ce moment, dans le fond, au niveau des MRC du territoire qui étaient disponibles pour la dernière entente. Donc, les BIEC, c'est terminé l'année passée. On espère que ça va revenir évidemment dans le futur pour d'autres merveilleux projets sur le territoire. Mais à ce moment-là, avec un montant, justement, c'était 3 000. La bourse, je crois, là, pour le petit boutillier, c'est bien ça? Le magasin général? C'était 5 000? OK, ben c'est ça. Ouais. Avec 5 000, on voit justement, puis ça s'additionne à l'autre bourse de l'année précédente qui était pour un autre volet commercial, qui était l'exploration de la conservation muséale et tout ça. Avec un petit 5 000 on est capable de mettre en place justement au niveau de Maison Le Payeur toute une vocation justement de boutique qui va permettre de générer une espèce de nouveau volet, pas une espèce, un nouveau volet justement
plus présentoires, plus présentables de Oui, biens à tu sais, vendre. si je peux faire un petit peu de pouce là-dessus, c'est que parfois, pour un projet comme celui-là, qui est un peu incertain, qu'on se pose des questions, un projet de concertation qui va demander beaucoup de mobilisation, là, on se dit, faire une demande avec un gros montant, une demande étatique, ça va être, tu sais, ça va demander un déploiement de beaucoup de ressources. Et le biais que ça permet d'aller chercher une enveloppe à un endroit, une autre à l'autre. Et finalement, c'est une addition de petites enveloppes qui demande une reddition qui est moins magistrale là, qu'un financement, par exemple, par le ministère de la Culture, où là, on aurait eu à mettre en place des devis. Ça m'aurait pris déjà la designer pour l'aménagement. Alors que là, je vais aller chercher 4 ou 5 petites enveloppes qui vont peut-être me donner un montant équivalent à ce que j'aurais eu par une grosse enveloppe, une plus grosse enveloppe du ministère à l'égal d'un 30 ou un 40 000, mais qui vont me demander beaucoup moins en termes d'efforts de reddition et de suivi également. Parce que chaque petite enveloppe a un objectif précis et c'est là-dessus qu'on va capitaliser dans la reddition. Donc, des fois, c'est plus facile pour des projets de cette nature-là, comme tu l'as dit, qui dorment depuis un temps, puis qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre. Là. Tu sais, on se dit, bon, ben, je vais faire des tentatives. Ben, ça, moi, je trouve que c'est une solution qui est vraiment intéressante. Et surtout pour des organisations, justement, qui sont à but non lucratif, qu'on s'entend, oui, c'est des entreprises, mais ce pas des entreprises qui vous appartiennent. C'est pas Karine Landerman qui est propriétaire du musée, c'est un OBNL qui est derrière tout ça, et c'est ça aussi qui est la plus-value dans les biens, c'est qu'au final, c'est la mission sociale de l'organisation en soi, doublée du fait qu'elle a un développement économique et commercial qu'elle doit mettre de l'avant, mais que pour le cash down et la mise de fonds de départ pour des projets, bien, c'est soit la collectivité qui doit la mettre ou un bailleur de fonds privé pour aider à mettre sur pied le plus possible tout ça, ou les revenus autonomes autogénérés déjà antérieurement par l'entreprise, ce qui n'est pas tout le temps possible. Et donc, c'est un petit coup de pouce qui est bienvenu donc des organisations comme on le voit avec Karine. Pour faire le lien avec... Merci Karine. Et pour faire le lien justement avec le projet collectif du côté des friperies d'économie sociale. Donc, la bourse BIEC, à quoi elle va servir concrètement et qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans ce beau projet? Eh bien, en fait, la bourse va nous permettre, parce qu'on sait que le projet, c'est une campagne de communication. Donc, on va pouvoir faire une véritable campagne de communication qui n'est pas juste des posts qu'on fait nous autres mêmes sur Facebook. Donc, avec une vraie firme, avec des vrais professionnels en relations publiques, en communication, qui vont nous faire un vrai plan de communication, des outils qu'on va pouvoir diffuser à grande échelle. Donc, il y a toute cet aspect-là de volonté de vraiment bien rejoindre les donateurs de façon professionnelle, de façon claire. Donc, le BIEC va nous permettre d'avoir ce professionnalisme-là dont on a besoin. Et aussi, Karine en a parlé un peu plus tôt, ça nous ouvre aussi la porte à aller chercher du financement complémentaire, par exemple, pour les ressources professionnelles. On peut aussi avoir un coup de pouce du Centre local d'emploi. Donc, le fait qu'on ait déjà un projet BIEC, bien, ça nous ouvre la porte pour aller chercher des sommes. Donc, nous, le collectif a reçu une subvention de 10 000. Donc, le 10 000 nous, va facilement pouvoir se transformer en une vingtaine de mille. Donc, ça va nous faire une belle campagne de communication. Puis, il faut aussi se souvenir qu'on a quand même un grand territoire à couvrir. Donc, Montérégie-Ouest, pour les non-initiés, c'est 5 MRC de territoire, 68 municipalités, 550 000 de population. Donc, effectivement, ce n'est pas petit, c'est un tiers de l'île de Montréal et à peu près 4 fois la grandeur du territoire. Ben, merci pour le cours de géo. Ça fait plaisir, c'est mon métier. Mais effectivement, donc à ce niveau-là, ce qu'on voit, c'est que ça va vous permettre de payer une bonne partie justement de ce positionnement-là que vous avez besoin de mettre en place pour vous assurer que ça puisse venir justement enrichir votre volet commercial puis le développer pour que les clients soient au rendez-vous de façon plus attentive pour vous aider, d'une part, à ce qu'ils fassent des dons justement ciblés plus comment dire, qui soient augmentés en termes de qualité, puis d'autre part aussi de vous faire connaître en tant que plus-valeur ajoutée pour le territoire, possiblement, j'imagine aussi, de ce que vous dégagez comme mission justement environnementale. Et sinon, je ne sais pas si Guylaine et Nicole, vous avez quelque chose à rajouter par-dessus tout ça?
par rapport au BIEC? Très bien. Oui. C'est bien? Oui? Super. Excellent. Peut-être en terminant, on serait rendu tranquillement vers la fin de ce merveilleux échange. J'aurais peut-être à vous demander, peut-être en peut-être une minute, quelque chose comme ça, dans le processus justement des biens, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, peut-être, en tant que gestionnaire sur le plan justement de connaissances, appréhension, tout ça? Est-ce qu'il y a un fait saillant que vous retenez par rapport au bien pour les gens qui sont non initiés, qui aimeraient ça comprendre la plus-value de tout ça et qu'est-ce que ça vous a apporté justement au final, peut-être? Eh bien, en fait, je pense que le BIEC, c'est une des demandes de subvention qu'on a complétées, qui était le plus simple. Donc, tantôt que Karine a glissé un mot, mais je veux dire, autant au niveau de la réduction de compte que faire une demande de subvention, souvent, nous, on s'est décidé vraiment à la dernière minute, donc on l'a fait en 48 heures, notre demande. Donc, pour tous nos auditeurs qui connaissent un peu le milieu des demandes de subvention, on sait que d'habitude, c'est un travail de longue haleine, mais là, on a été capable avec, facilement de mettre les idées en place et de répondre aux questions dans un délai qui est raisonnable, considérant qu'on a des ressources en temps qui sont limitées. Donc, ça a vraiment été très facilitant pour nous. Puis, donc, on a, ça a été un levier qui, justement, facile d'accès puis adapté à nos réalités. Merci. Et Karine, de ton côté, peut-être? Oui, bien, c'est sûr que moi, je ne peux pas contredire ce qu'Annick vient de dire, là. Il faut le dire, là, puis je le redis, puis je suis contente parce que j'ai vu que beaucoup de gens, il y avait vraiment de belles candidatures, hein, ceci dit, cette année pour Tout à les biais. fait. Il y avait vraiment des beaux projets. J'aurais pas voulu être sur les jurys parce que ça devait être difficile de trancher, mais ce que ça veut dire, c'est que cet engouement-là témoigne d'un besoin d'avoir des sommes dans la mesure des ressources que les organismes ont. Donc, d'être en mesure d'aller les chercher avec le temps et les compétences qui sont disponibles au sein de nos équipes. Et c'est vrai que les subventions qui passent par l'ensemble des structures là, qui octroient des fonds publics ne sont pas toujours simples. C'est assez fastidieux, tant dans la reddition que dans le dépôt de la demande. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que c'est à la portée de tous. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement un engouement pour ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui déposent. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, à ce titre-là, je ne peux pas... il fallait que je le dise moi aussi que ça, c'est quelque chose de, mon Dieu, oxygénant pour les gens du milieu, de voir qu'il y a possibilité d'aller chercher des sous facilement. Ça, c'est la première des choses. Mais pour nous, pour moi qui viens du milieu culturel, j'aurais envie de dire que les BIEC, c'est également une occasion de verbaliser ou d'afficher publiquement le lien que l'on a avec l'entrepreneuriat et le développement commercial. Parce qu'en culture, là, c'est comme si on était toujours champ gauche quand on parle d'économie. C'est comme si on ne s'adressait jamais réellement à nous. Et c'est comme si même dans notre discours, c'était difficile quand on s'adresse à nos bailleurs de fonds ou nos élus d'expliquer qu'on a non seulement des enjeux de développement économique, mais qu'en plus, on a des retombées majeures économiques. Donc, pour moi, l'association au BIEC, à l'entrepreneuriat, c'est d'afficher aussi haut et fort que la culture, elle ne fait pas exception. Elle est aussi dans cette grande famille-là de l'entrepreneuriat. Et mon Dieu, je suis tellement content de t'entendre là-dessus, Karine, parce qu'effectivement, la question de la culture, surtout avec l'année COVID, tout ce qui se passe avec la COVID en ce moment, le fait qu'il y a tous les festivals, tout ce qui est l'exposition, justement, les expositions culturelles, tout ce qui est de ce pan-là de l'économie, que, mon Dieu, c'est essentiel, dans le fond, au développement de nos collectivités. Et pourtant, c'est ça, on est un peu paralysé avec ça. Oui. Mais c'est justement pour ça que les BIEC, notamment, sont mis de l'avant dans une optique d'appuyer justement le développement de nouveaux créneaux dans le domaine justement de l'économie sociale, côté commercial, côté développement des affaires et tout ça. On l'a vu aujourd'hui aussi avec le côté justement des friperies d'économie sociale qui se prennent en main au niveau communicationnel, qui ont envie de faire changer les choses pour s'assurer de développer davantage justement la rentabilité des entreprises, d'avoir moins de temps à passer sur du triage de dons qui est de moindre qualité et de pouvoir se concentrer d'ailleurs sur leur mission fondamentale justement pour
Quand on parle des 3 besoins de base dans notre vie, c'est se nourrir, se vêtir, se loger. Bien, justement, se vêtir, c'est important. Puis ça peut se faire à goût abordable en plus sur le territoire. Et consommer la culture, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour justement la vivre. Puis s'assurer que dans notre collectivité, on garde mémoire de nos racines. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas mal complet pour aujourd'hui. Le but de cet échange est atteint selon moi. Le but était de connaître justement des magnifiques projets sur le territoire et de voir en quoi est-ce qu'une bourse comme le BIEC, aussi simple que ça, un montant de 5 000, 10 000 $, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact en termes de levier économique. Il y a des statistiques qui sont sorties justement que les BIEC, dans tout ce que ça a généré, c'est un rapport de force assez exceptionnel pour 400 000 au total de bourses sur 2 ans. On a estimé que les retombées, c'est plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires de retombées au total parce que, justement, les gens injectent une partie de somme en fonds propres des entreprises, vont chercher des enveloppes connexes, vont s'assurer que tout ça va se ficeler pour créer des emplois, pour développer le milieu des affaires. Donc, ça rapporte les biens, comme vous le voyez aujourd'hui. Et on se souhaite bonne chance pour la prochaine édition, évidemment, possiblement 2021. Qui sait, restez à l'affût des informations. Mais ce qui est clair, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez appeler Karine, vous pouvez appeler Annick, vous pouvez appeler également Nicole et aussi Guylaine, qui ont été présentes avec nous aujourd'hui pour témoigner justement de ces magnifiques projets-là qui ont été déposés dans le cadre des BIEC. Alors, peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez peut-être aux auditeurs, un dernier peut-être mini-discours, et j'inclus les participantes là-dessus pour conclure le tout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ben oui, je passe le pot de la fin, sinon moi, je peux le faire. Je vais retaper le clou, puis je vais m'adresser à mon secteur. Je vais m'adresser à mon secteur d'activité. Oui, parce qu'on espère que tu vas faire diffuser cette vidéo-là. Il faut qu'elle va être disponible, n'est-ce pas, Karine? Bien sûr, bien sûr. Puis je vous rappelle que je fais partie aussi de Culture Montérégie. Que Culture Montérégie, cette année, a aussi déposé pour les BIEC et a reçu un BIEC. Donc, je pense que tranquillement, tout à fait. En tout cas, je ne m'attribuerai pas tout le mérite de ça, mais je pense que j'essaie d'en parler le plus possible. Puis que si on me donne à nouveau le micro, je vais retaper le clou en disant que le milieu culturel doit se sentir interpellé et inclus dans les enjeux de développement de l'économie sociale. Adressez-vous à vos pôles. Il y a les BIEC, mais il y a un paquet d'autres services, soutiens, d'autres chantiers auxquels vous pouvez participer comme gestionnaire culturel, comme artiste. Information, référencement, maillage, développement, formation. C'est à ça que ça sert un pôle d'économie sociale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire au milieu de la culture, sentez-vous concerné par l'économie sociale, vous en faites partie. Merci. Annick, de ton côté, un mot de la fin? Une petite seconde, tu feras un peu de montage, là. Ben oui, on fera du montage, il n'y a pas de problème. Mais sinon, spontanément, qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, cette rencontre-là au sommet? Sur les internets avec tout ce monde-là autour de la table? Bien, en fait, je pense que c'est une belle illustration aujourd'hui que quand un petit projet d'une idée de quelqu'un, d'un groupe, ça peut facilement se transformer en un projet qui fait du sens puis qui va venir aider à la fois les organismes, mais aussi le milieu dans lequel on évolue. Donc, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant avec le BIEC. Puis surtout que si vous avez réussi à saupoudrer un peu la région de plusieurs subventions BIEC, bien, on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines années à vraiment une amélioration puis une dynamisation du secteur de l'économie sociale. Donc, ça, c'est vraiment positif. Puis je suis justement content de t'entendre là-dessus parce que c'est vraiment l'essence à la base même des BIEC. Le but étant, c'est qu'anciennement, évidemment, il y avait des fonds dédiés à l'économie sociale qui ont été un tout petit peu perdus dans tous les chamboulements qu'on a vus sur le territoire. Et c'est à ça que ça sert. C'est des fonds gratuits, là. On s'entend. Les MRC croient en l'économie sociale, injectent des sommes. Le ministère des Affaires municipales injecte des sommes. Donc, ces sommes-là sont à la disposition des territoires pour justement appuyer les projets de développement, d'économie sociale, de consolidation, de l'émergence et tout ça. En terminant, je vois Guylaine, je vois Nicole. On a parlé avec Karine et Annick également. Je ne sais pas, mesdames, Guylaine et Nicole, avez-vous un petit mot à rajouter? Ça fait le tour pas mal. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que, tu sais, cette chance-là d'avoir une bourse, parce que moi, j'ai pu en bénéficier en 2019. Ça l'a donné un coup de main. La pandémie nous a frappés cette année et ça nous a aidé à continuer à offrir certains services que peut-être on avait
Je veux dire, quand tu as la bourse pour acquérir des biens que tu vas en faire la revente, ben ton stock ne disparaît pas du jour au lendemain. Fait que nous, c'est venu quand même stabiliser un niveau commercial qu'on a pu continuer à exploiter malgré la pandémie qui nous avait fragilisé à certains endroits financiers. Fait que c'est vraiment quand même, c'est tout un coup de main, puis c'est très apprécié venant du pôle d'économie sociale des régions. Et Nicole? Ben moi, je pense qu'on a apprécié beaucoup d'être tenu comme récipiendaire, comme tel. Vraiment, ça nous a permis justement de travailler un projet qui nous tient à cœur beaucoup, alors qui va avoir des retombées positives dans chacune de nos régions. On l'apprécie. Hey, peut-être, Olivier, ouais, si tu Karine, me donnes la chance de reprendre le micro, là, je veux juste dire également... Oui, rapidement. Je veux juste dire également que les pôles d'économie sociale, c'est vraiment une chance de participer aussi à une concertation multisectorielle. Ça veut dire que peu importe le secteur dont on vient, on a la chance d'être assis à certaines tables dans le cadre de certains chantiers où il y a des gens qui ont des expertises complètement différentes des nôtres. On en a un exemple aujourd'hui. Là. Je ne suis pas certaine que je m'assoirais à une table avec les friperies pour partager, pour échanger, autre par le dénominateur commun de l'économie sociale. Donc, c'est quand même, il y a de moins en moins d'organes de concertation en région. Les pôles s'en demeurent des névralgiques. Donc, voilà, je voulais dire ça aussi. Je pense que c'est... on sort enrichi des partages intersectoriels, tant comme organisation que comme collectivité. Bien, vous m'enlevez les mots de la bouche, chère dame, parce que c'est un peu ça, j'allais aussi aller sur la synergie régionale. Donc, excellent là-dessus. Bon, Guylaine qui dit ça nous prend une présidente potentiellement, peut-être un jour au Québec, qui sait, au pôle ou ailleurs dans la planète. Et peut-être en termes, c'est ça, les pôles, peut-être rappeler notre rôle. Notre rôle, nous sommes les coordonnateurs de l'entente des BIEC Montérégie. Donc, on n'est pas évidemment ceux qui décident où va l'argent, mais on est là pour animer, créer la dynamique, la chimie, faire connaître, rayonner les projets et tout ça. Donc, c'était le but de ces 2 midis de discussion que nous avons eu, le dernier aujourd'hui. Donc, 14 avril, il est 13h. Alors, mesdames, il ne me reste plus qu'à vous dire un gros merci. Merci d'avoir été présents à cette discussion. Et pour tous, on se tient au courant, puis on se rappelle et on déjeune pour parler des BIEC lorsque ça en viendra. Absolument. Merci à tous. Alors, bonne chance, mesdames. Bonne chance avec votre beau projet. Merci. On va suivre ça, cette campagne-là. Nous autres aussi. Merci. Super. Bon après-midi à toutes et au plaisir. On se reparle.